Voilà, donc j'allais dire, je suis pas sûr de pouvoir finir, mais ce soir, mais mais de toute façon, d'une certaine manière, on peut pas finir, hein. Donc voilà, il y a un livre de Trompa qui s'appelle Voyage sans fin, comme vous savez. Et quand on croit que c'est fini, c'est comme quand on arrive à l'horizon a encore reculé. Donc on s'arrêtera un moment, voilà. Quand on en aura assez d'ailleurs. Quand je sentirai, parce que je pense que souvent je me fais confiance, parce que je sens en général la lassitude ou la fatigue sur les visages ou dans les regards. Donc j'amorcerai, attendez, je finirai pas là, mais j'amorcerai ma descente, vous verrez. Hein. Alors voilà, et puis vous verrez, le ton change, enfin il y a quelque chose qui apparaît de plus solennel. Bon. Vous l'avez bien senti, donc cette méditation, méditation sur le cadre. Oui, d'abord, je voulais m'excuser, j'y tiens beaucoup ne pas avoir pu être là la dernière fois, hein, parce que je vous ai fait venir pour rien, et ça m'a poursuivi avec cet homme automobiliste. Il m'imposait des constats dont je n'avais rien à faire, parce que c'était des dégâts minimes. Bon, enfin, je passe, qui me fait rater mes trains différents, etc. Donc vraiment, toutes mes excuses. Voilà. Et je suis très heureux d'être ici ce soir, de nouveau. Comme vous l'avez perçu, cette réflexion sur le cadre qui part de quelque chose que nous savons et que nous sentons tous, c'est-à-dire que ce qu'on appelle spiritualité, d'une certaine manière, c'est la volonté d'échapper à ces cadres-là et même à tout cadre pour rejoindre quelque chose qui est au-delà des différents cadres et qui ne peut pas le faire par la simple volonté de sortir du cadre. Ça, je crois que sur les deux points, c'est clair, on est d'accord, etc. Amène assez facilement à ce que j'appelle un rejet du cadre et que j'épinglais la dernière fois comme une sorte d'attitude d'une modernité, je dirais, un peu juvénile. Alors, notre génération, je parle à Christian qui est dans la salle, on a le même âge, a connu ces grandes époques, 68 Ardes, où il fallait tout renverser, enfin bon, etc. Voilà. C'était forcément mieux de renverser que de ne pas renverser. Bon. Et puis peu à peu, d'ailleurs on l'a vu dans ce domaine-là, mais un peu dans tous les domaines, on s'aperçoit du caractère très limité et limitant de ce type de comportement. Hein. Bon. Et donc on comprend parce que s'il est possible de vivre sans cadre, la vérité elle est là. C'est-à-dire qu'on se raconte beaucoup d'histoires, mais dans le concret de la vie, on s'aperçoit que les gens qui tiennent ce discours sont les gens les plus cadrés et les plus cadrants qui existent. Bon. Donc c'est vrai que ça pose quand même une question parce que on peut se demander, c'était à ce point-là que j'étais arrivé, de savoir si on n'est pas dans une impasse. Parce que d'une certaine manière, à la fois, on sent bien ce que le cadre d'enfermement, on sent bien que le hors-cadre, ça peut être en partie du pipeau, en tout cas, ou réserver une expérience mystique telle que celle que j'évoquais la dernière fois en lisant ces très beaux textes de mystiques chrétiens, par exemple de Jean de la Croix ou de Thérèse d'Avila. Mais est-ce qu'au fond c'est pour nous ou pas, hein, c'est ça, voilà. Et surtout si nous ne sommes pas croyants, hein, est-ce que c'est possible sans Dieu, parce qu'on sent bien que c'est Dieu qui à ce moment-là remplace l'absence du cadre. Mais si Dieu est mort aussi, en plus, ça fait quand même beaucoup de dégâts, hein, tout ça à vivre. Bon, voilà. Donc, je me pose la question réellement, parce que je me la pose pour moi, hein, c'est-à-dire dans quel lieu vivre dans ces conditions-là. Dans quel lieu vivre, parce qu'est-ce que ça abolit toute la critique du cadre que nous avons faite? Évidemment pas. Bon. Alors, le mouvement donc, de réflexion doit continuer. Et ce mouvement de réflexion, comme l'indique d'ailleurs le terme réflexion, c'est un mouvement, on l'a déjà rencontré ce mouvement, puisque c'est celui que nous suivons depuis le début, même dans la première cycle de conférences. C'est un mouvement que je définissais comme un mouvement vers l'amont,
C'est-à-dire, en fait, curieusement, un mouvement paradoxal. Il ne s'agit pas d'explorer, d'aller de plus en plus avant, etc. En fait, il s'agit de faire une sorte de retour sur soi, retour sur le retour, etc. Je voulais vous lire, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais oublié, la dernière fois, un texte de Trungpa qui le dit très très bien dans Folle Sagesse, et qui décrit très bien ce phénomène. Il en parle assez souvent, hein, mais notamment dans ce passage, il le décrit très bien. Il s'agit d'explorer toujours plus avant, toujours plus loin, sans espoir de solution. C'est un processus de travail sur nous-mêmes, notre vie, notre psychologie, sans chercher de réponse, mais en voyant les choses telles qu'elles sont, en voyant ce qui se passe dans notre tête, simplement, directement, littéralement. Si nous découvrons quelque chose qui cloche en nous, nous pouvons penser que nous avons mis le doigt sur ça, sur le problème, sur la solution. Eh bien, ne nous attachons pas à cela. Continuons plus avant. Pourquoi en est-il ainsi? Nous approfondissons encore et toujours. Nous nous demandons pourquoi est-ce comme cela? Pourquoi la spiritualité? Pourquoi l'éveil? Pourquoi ce moment de répit? Pourquoi la découverte du plaisir de la spiritualité? Pourquoi? Nous continuons de creuser sans trêve, mais toujours plus profond, jusqu'à ce que nous atteignions le point où il n'y a pas de réponse, où il n'y a même pas de question. À un certain stade, la question et la réponse meurent simultanément. À force de se frotter l'une contre l'autre, elles se court-circuitent. À cet instant précis, nous sommes enclins à abandonner l'espoir d'une réponse, ou toute autre chose d'ailleurs, ou de toute autre chose d'ailleurs. Nous n'avons plus d'espoir, plus rien du tout. Nous sommes simplement sans espoir. On peut appeler cela espoir transcendant, si l'on souhaite s'exprimer d'une façon plus élégante. Cet espoir constitue l'essence de la folle sagesse. Il est désespéré, totalement désespéré, au-delà même du non-espoir. C'est un texte très fort, hein, vous me l'accorderez, c'est du Trungpa pur, hein, c'est-à-dire ça commence de manière guillerette, etc. Il n'y a jamais l'indication, regardez comme je suis profond, quand on trouve tant d'essayistes qui ne le sont pas. Bon, et ça le devient naturellement. C'est le mouvement même de la pensée, de l'analyse, qui l'amène une extrême profondeur à un lieu. Quand il dit, par exemple, que dans ce lieu, il n'y a plus de réponse, parce qu'il n'y a plus non plus de questions, parce que les deux se court-circuitent, c'est quand même extraordinaire. Hein. Bon. Alors, ce lieu donc du non-espoir... d'un non-espoir qui ne serait pas la dépression, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on en parlera peut-être une autre fois, la question de la dépression, bon, c'est bien vers ça qu'on va, et non pas vers quelque chose d'autre que ça. Alors, je laisse de côté, parce que là encore, c'est une question immense, évidemment, il lâche comme ça, comme si, un peu sage, on peut appeler ça espoir transcendant, si on veut, pourquoi pas, tiens, c'est plus élégant. Bon, et ça, c'est vraiment la différence entre les orientaux et les occidentaux. C'est que cette phrase, c'est tout ce que nous mettons dans la question de Dieu. Dieu existe-t-il, n'existe-t-il pas? Y a-t-il un sens, une transcendance, etc. Bon, là, c'est passé comme ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il nous dit, c'est le lieu où il y a Dieu. Évidemment. Alors, s'il y a Dieu, tant mieux. Hein, on va pas se plaindre. Mais s'il y a personne, il n'y a personne. Mais le lieu néanmoins a lieu, si je puis dire. Alors, si nous, plus modestement, nous appliquons, enfin, nous poursuivons, ce n'est pas une méthode à appliquer, c'est un mouvement à suivre, sur ce que nous avons fait jusque-là, c'est une sorte de point comme ça dans le voyage. Qu'est-ce qu'on a vu sur le cadre? Si on commence à le regarder au lieu de vouloir absolument le briser, si ce mouvement en amont nous portait au contraire vers le fait de le respecter, parce que s'il est là, il a peut-être des lieux, il a peut-être aussi des raisons d'y être, des raisons fondées, mais que nous pourrions commencer à essayer d'amorcer un rapport différent au cadre,
en commençant à le voir, à le regarder, à l'étudier, à gagner de l'espace par rapport à lui. Hein. Autre notion fondamentale chez Trungpa, c'est la notion d'espace. Donc on commence à avoir du, comme on dit, que des pièces ont du jeu. Hein, jeu au sens non pas de jouer à un jeu, si vous voulez, mais au sens de ça a du jeu. Hein, voilà. C'est-à-dire ça a du jeu veut dire il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Alors c'est plutôt négatif en général, hein, pour un assemblage, pour une machine, etc. Mais on peut aussi penser que ça peut être dans certains cas positif. Alors qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on voit du cadre? Alors, c'est intéressant, moi, je trouve, ce qu'on voit, parce que simplement à partir de ce que nous avons exploré, nous, entre nous, première chose qu'on voit, alors je voudrais énoncer 2 ou 3 caractéristiques que cette vision permet de faire ressortir. La première, qui est très importante, c'est que le cadre ne dispose pas du chemin vers la sortie du cadre. Donc ça, c'est très important. Le chemin vers la sortie du cadre n'appartient pas au cadre. Ça se voit très bien dans le jeu JEU, donc le jeu. Hein. Il n'y a pas dans la règle du jeu un coup qui correspond, permis ou pas permis, enfin qui correspond à sortir du jeu. On joue pas. Autrement dit, si on joue, point, c'est tout. Bon. Donc, une fois qu'on est dans le jeu, on est dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tricher, mais tricher, c'est reconnaître indirectement, évidemment, la fonction du cadre. On peut l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous savez, les enfants disent pousse, ou le suspendre, parce que pousse suspend le jeu, hein, ne l'arrête pas. Hein. Pousse, c'est-à-dire, ah, il y a un moment hors jeu, puis après on reprendra. Ou bien on l'arrête, écoutez, j'en ai assez, vous trichez tout le temps, j'en ai assez, tant pis pour vous, bye bye, moi je m'en vais. Voilà, là vous arrêtez, etc. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est très très important à saisir. Ça a été dit, ça a été vu et dit bien avant nous, si je puis dire, notamment par quelqu'un qui est très important, qui est un logicien que vous connaissez, parce qu'il est archi connu, qui s'appelle Bertrand Russell, et qui a défini donc des niveaux logiques différents. Hein. C'est-à-dire que ça appartient à 2 niveaux logiques différents. Et que le changement, là, la sortie du cadre appartient à un niveau logique différent du cadre lui-même. Bon, et que donc il y a, pour sortir, il faut franchir donc un niveau logique, et c'est toute la réflexion en psychothérapie, c'est toute la réflexion de l'école de Palo Alto qui a essayé donc de penser ça pour la psychothérapie de façon psychothérapeutique. J'en ai parlé lors du premier cycle de conférences. Donc, mais bon, nous ne nous situons pas proprement parler donc dans la thérapie. Donc, ce que nous constatons simplement, c'est qu'il y a un saut à faire, autre terme sur lequel Trungpa insiste beaucoup, dont nous voyons que quelque part c'est un saut dans le vide. C'est pour ça que je vous ai lu aussi ce passage de Trungpa. Hein, c'est un saut quand même vers l'inconnu. Par définition, ça ne peut être qu'un saut vers l'inconnu. Hein. C'est un vrai saut, autrement dit. C'est pas du bidon, encore une fois. On ne peut pas faire du bidon. Voilà, le problème, il est là. Et on est dans un... C'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre « Qu'est-ce qu'un homme de vérité ?» C'est-à-dire, on ne peut pas faire du bidon. C'est même pas la question qu'on ait le choix. C'est que si on fait du bidon, on n'est pas là-dedans, puis c'est tout. Voilà. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire de l'humour, tiens. Il voudrait faire de l'humour. On ne peut pas vouloir faire de l'humour. Enfin, on en fait ou on n'en fait pas. Si on n'est plus dans l'humour, on n'est plus dans l'humour. On n'a pas à y être tout le temps, d'ailleurs. Mais si on y est, on y est. Voilà. Donc... C'est pour ça qu'une des raisons de plus pour lesquelles l'humour est très très important, mais enfin il y en a beaucoup d'autres. Donc la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, et qui est liée à ça, et là j'ai peu insisté là-dessus, parce que bon, c'était pas dans le cours de ce que j'ai dit, c'est que, et ça c'est une chose que nous apporte Grotowski, donc le metteur en scène Grotowski, que j'ai étudié dans le livre donc, Qu'est-ce que l'homme de vérité, qui est à la recherche donc de l'authenticité de l'acteur, pour aller vite. Hein, comment l'acteur peut-il arriver à sa propre authenticité? Et au fond, ce sur quoi il met l'accent, curieusement, lui qui veut obtenir des improvisations, je vous en ai déjà parlé, c'est sur la structure. Plus on prépare la structure, plus finalement l'improvisation sera de qualité. Ce qui paraît paradoxal et pourtant qui correspond bien aux intuitions que nous avons. C'est lorsque nous préparons très bien que c'est bon quand nous nous lâchons. Lorsque nous préparons mal, c'est pas bon. Déjà, ce qu'on a préparé,
Mais ce qui est en dehors de ce qu'on a préparé est encore pire. Il n'est pas soutenu par ça. Donc, il a un mot assez étonnant que j'aime beaucoup, qui est le mot de piège. La structure est comme un piège dans lequel est pris on ne sait quoi. Il y a, moi je le dirais un peu autrement, mais ça revient au même. Le fait que le cadre ne dispose pas de la sortie vers le cadre donne une sorte d'envie naturelle d'en sortir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il ne le permet pas, il ne le prévoit pas, on se retrouve dans la situation de l'enfant qui, du coup, a envie d'être ailleurs, du coup, a envie de faire autre chose, etc. Et c'est tout à fait frappant, ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui se produit automatiquement. Encore un terme cher à Trompa. Hein, laisser faire les choses, c'est laisser quelque chose d'automatique se produire en faisant confiance à la situation. Et donc là, en l'occurrence, c'est la situation intérieure. Donc il y a un désir d'en sortir qui est aussi présent, et qui est naturellement présent. Mais le problème, c'est que lorsque ce désir d'en sortir se transforme en volonté d'en sortir, on est pris dans le piège qu'on a déjà repéré. Hein, c'est que la volonté d'en sortir est contradictoire en elle-même. Alors là, en regardant de plus près, si j'ose dire, par notre mouvement en amont, c'est aussi un mouvement qui consiste à aller de plus en plus près des choses. Si on regarde à la loupe, on peut se demander pourquoi. Et en fait, on s'aperçoit que le problème du vouloir, c'est qu'il est lui-même cadrant. Enfin, voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est que la volonté elle-même est cadrante. Et ça, on le voit très bien dans l'addiction dont j'ai déjà parlé. La volonté de sortir de l'alcoolisme impose un cadre qui est recherche de la sortie de l'alcoolisme. Et ce cadre est très très particulier. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi enfermant que l'alcoolisme lui-même auquel il est lié. D'ailleurs, c'est le même cadre en réalité. Hein. En fait, c'est le même. Bon. Donc, d'où le fait que, dont j'ai déjà parlé, que le texte de Bateson qui montre que c'est la raison pour laquelle l'alcoolique se définit aussi par sa sobriété, qui est une sobriété d'alcoolique. Quand il décide de ne pas boire, il s'installe dans la sobriété d'un alcoolique et pas du tout la sobriété du sobre, puisqu'elle est faite de lutte contre la bouteille, on compte les verres, on compte, etc. Bon, voilà. Même chose, je pense que pour beaucoup de gens, c'est plutôt le tabac que je devrais prendre comme exemple. Bon. Mais voilà. Donc le tabagique n'a pas la même sobriété que celui qui ne fume pas ou qui fume de temps en temps, etc. Donc la volonté d'en sortir maintient le cadre parce qu'elle est cadrante et que par définition, le cadrante ne peut définir que du cadré. Et que là, ce dont nous nous occupons, c'est vraiment d'en sortir et non pas de le retrouver sous différents aspects, etc. Donc nous retrouvons, une fois de plus, face à ce saut dont nous avons déjà parlé. Mais il y a encore plus subtil que ça, plus étonnant que ça. C'est que, quand on réfléchit bien, c'est ce que nous ont montré, notamment ce que j'ai dit de Caillois sur la transgression. C'est que dès qu'on a repéré effectivement que la volonté de sortie est liée au cadre lui-même, qu'un lien très très fort les unit, eh bien, on peut décider d'une manière tout à fait étrange et paradoxale d'utiliser ce lien non seulement pour ne pas mettre en péril le cadre, mais pour le renforcer. Et ça, c'est la figure de la transgression telle que Caillois l'a décrit. Hein, c'est-à-dire la transgression sert au fond, parce que c'est un mouvement de sortie, mouvement de sortie qui est contrôlé, eh bien, on se sert de la bouffée de liberté que représente et de désordre que représente ce mouvement de sortie, pour finalement retomber sur ses pieds, réinstaller un cadre renforcé par ce mouvement. Donc ça, c'était une très belle analyse de Caillois, dont j'ai parlé la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à ce moment-là, on arrive à une position intérieure nouvelle,
dans toutes ces figures-là, toutes ces figures où le cadre est à la fois transgressé, maintenu, etc. On arrive à une position intérieure nouvelle dans laquelle, et on y arrive sans le savoir, j'allais dire, sans l'avoir voulu, dans laquelle on appartient on est relié d'une certaine façon à la fois au cadre et au non-cadre, à la fois, aux deux à la fois. Et une des positions, si vous voulez, intérieures, on le voit le mieux, c'est précisément l'humour, encore une fois. Hein. Dans l'humour, que nous pratiquons, enfin pour ceux qui en ont, j'espère qu'on en a tous, bon, quotidiennement sans effort, nous sommes finalement dedans, en dehors, dans un cadre et dans l'autre en même temps. Nous manions ça avec... voilà, je ne reviens pas parce que j'en ai parlé assez longuement, mais je citerai simplement le texte Trungpa en parle beaucoup, souvent, avec beaucoup de respect. Et il dit, il y a la dualité, et puis le fait que l'humour voit quelque chose de plus que la dualité. Le sens de l'humour, alors là je le cite, signifie que l'on voit les deux pôles d'une situation tels qu'ils sont en vue aérienne. On voit les deux dans une vue panoramique, comme une vue aérienne, dit-il, dans je ne sais plus quel texte, peu pratique de la voie tibétaine. Bon. Donc, je vais penser aux exemples que j'ai donnés des douaniers, par exemple, là c'est très très net, mais je n'y reviens pas parce que je voudrais qu'on parle, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Alors, je dirais simplement ceci qui est intéressant, c'est que cette position où nous sommes doublement reliés, encore une fois, qui est une position je donnerai un autre exemple après, qui nous est beaucoup plus familière qu'on ne le croyait. On commence à découvrir qu'on a des ressources qu'on ignorait. Bon, elle a été étudiée systématiquement dans un livre remarquable et qui est plus connu dans le monde anglo-saxon qu'ici soit connu aussi. C'est le livre d'Arthur Koestler qui s'appelle Le Cri d'Archimède. En anglais, c'est The Art of Creation. Alors, oui, il s'agit bien de l'Arthur Koestler que vous connaissez, le romancier qui a écrit Le Zéro à l'infini. C'est vrai qu'on peut être surpris parce qu'on ne va pas voir le rapport, mais bon, c'est un essai qu'il a écrit, donc, comme par ailleurs. Il a surtout une œuvre de romancier, etc., mais il a écrit quelques essais, dont celui-là qui a fait autorité, qui s'appelle The Art of Creation, non, The Art of Invention, et qui a été traduit en français par Le Cri d'Archimède. Bon. Mais qui est extrêmement intéressant, quoique un peu long et un peu lourd, pour dire un peu toujours la même chose, mais la chose est intéressante. Et donc il appelle cette position intérieure la dissociation. Alors, vous voyez, le terme, encore une fois, est très intéressant. Hein, c'est une double association. On est associé à deux choses en même temps. Et il la définit ainsi, donc là je cite Arthur Koestler, la perception d'une situation ou d'une idée sur deux plans de référence dont chacun a sa logique interne, mais qui sont habituellement incompatibles. Et alors, il donne trois effets possibles de cette dissociation. L'analyse est extrêmement intéressante. Hein. Je ne peux pas, malheureusement, évidemment, ce n'est pas mon objet non plus, hein, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais à la limite, si vous lisez ce livre, vous ne le regretterez pas parce qu'il est enrichissant et en même temps très abordable, écrit avec simplicité et très intelligent. Bon. Et puis pertinent, hein. C'est pas du tout une sorte d'essai comme ça, non, c'est très précis. Bon. Donc il y a trois effets de cette dissociation qui sont justement l'humour, voilà, donc je n'y reviens pas. L'humour, c'est lorsque les deux plans entrent en collision. Il y a la deuxième situation, c'est lorsque les deux plans fusionnent entre eux, et ça c'est l'invention. Et il y a une troisième situation, c'est lorsque ils sont confrontés l'un à l'autre. Et ça c'est l'expérience esthétique. Alors, je ne parlerai pas du troisième, du premier parce que je l'ai parlé, le troisième c'est encore un continent en soi, mais simplement pour vous faire sentir ce que c'est quand il parle de l'invention. Bon, il donne par exemple l'exemple de Darwin, très connu, comme un type d'inventeur classique. Il parle longuement de Pasteur d'ailleurs. Très intéressant. Je voulais parler plutôt de Pasteur, parce que nous est plus familier évidemment, puisqu'il est français, mais c'était moins net par rapport à mon exposé, ce que je voulais dire. Donc sur Darwin, c'est beaucoup plus clair. Au fond, c'est un très grand inventeur, et comme tout très grand inventeur, il n'a rien inventé.
Voilà. C'est ça, au fond, la thèse. Il n'a absolument rien inventé. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui existent déjà avant lui. C'est l'évolution des espèces. Ça a été repéré par bien d'autres avant lui, notamment de Lamarck, auquel il rend un hommage vibrant, hein, parce qu'il ne s'en est déjà pas du tout caché. Il avait une très grande admiration pour Lamarck. Il a toujours assumé, dit, etc. Bon. Et puis une deuxième chose qui n'a pas du tout non plus découverte, hein, qui est la lutte pour la vie et la survivance des les plus aptes, etc. Et ça aussi, c'était depuis longtemps vu. Le spectacle de la nature le montre, de toute façon. Hein. Bon, hélas, je vais dire. Bon. Mais il y a un livre qui en parle longuement. C'est un livre de Malthus, le fameux Malthus connu pour le malthusianisme. Et c'est en lisant ce livre de Malthus, qui n'a aucun rapport avec ce qu'il cherchait, que dans son esprit se sont mis en rapport les deux. Et c'est ce rapport qui est nouveau, que personne n'avait fait. C'est-à-dire qu'on avait isolé les deux phénomènes, mais personne n'avait fait le lien et expliqué l'évolution des espèces par le struggle for life, la lutte pour la vie, la survivance des plus aptes. C'est ce qu'il fait. Et c'est cette fusion de ces deux plans nouveaux, de ces deux plans anciens, pardon, d'un plan nouveau, qui fait émerger donc quelque chose de neuf, qui est proprement parlé, donc une dissociation inventive. Oui, l'analyse est très forte, hein, contestablement. Elle est très forte, elle est pertinente, elle est très convaincante, enfin, je trouve. Alors, là encore, il nous dit, mais attendez, c'est pas réservé à Darwin, ni à Pasteur. Non, on le pratique tous les jours. Donc, on s'aperçoit qu'on pratique des tas de trucs tous les jours, sans le savoir. Alors, il donne un exemple très connu, ça dit très très connu, mais mal exploité, parce que moi, en effet, il m'a toujours sidéré. C'est l'exemple de la représentation théâtrale ou du film, ou même du livre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du spectateur? Alors, on assiste à ce miracle incroyable qui nous laisse tous indifférents, que le spectateur, qui sait parfaitement que c'est une fiction, à aucun moment il sait autre chose que ça, va se mettre à pleurer, à souffrir, à hurler dans la salle, à rire aux éclats, etc. Et à éprouver vraiment ses émotions. Parce que c'est ça qui est intéressant. S'il faisait semblant, bon, il serait conforme apparemment au cadre, mais il ne fait pas du tout semblant. Bon, donc il y a quelque chose de très étonnant qui se produit. C'est-à-dire que, et en même temps, si du coup, bon, alors ça arrivait, paraît-il, enfin, on raconte toujours des représentations d'Othello, où certains ont voulu casser la gueule à Othello, bon, enfin, etc. À la sortie, un lecteur qui le jouait, moi je veux bien, mais globalement, la plupart des gens qui voient Othello ou autre chose se tiennent très bien à la sortie et n'en veulent pas aux acteurs. Au contraire, ils disent que l'acteur était très très bon, enfin, etc. Donc apparemment, personne n'y croit, et celui qui y croirait est considéré immédiatement comme fou. Immédiatement, si quelqu'un, bon, brusquement, a vraiment un comportement dans un cinéma qui montre qu'il y croit, mais c'est l'internement immédiat. Hein, c'est une preuve de psychose évidente, etc. Bon, voilà, donc nous pratiquons ça absolument couramment. Alors là, ça nous ferait évoluer vers encore autre chose que je n'aborderai pas, mais qui est extrêmement intéressant. C'est une catégorie qui a été établie par Octave Manoni, le psychanalyste lacanien, très connu, dans Clé pour l'imaginaire, et qui est le « je sais bien, mais quand même ». Hein, c'est-à-dire, vous le connaissez peut-être, c'est très connu. Hein, c'est-à-dire, en fait, je sais bien que, mais on a beau me dire, mais oui, donc je le sais, mais au fond, je continue à agir comme si je ne le savais pas. Donc c'est une réinterprétation de la dénégation freudienne. Ça nous amènerait sur la dénégation et ça nous amènerait très loin finalement de notre objet. Donc je referme cette route. Alors je trouve que c'est très intéressant parce que maintenant je continue avec mon mouvement vers l'amont. Qu'est-ce que ça nous montre, au fond, cette analyse à nous, qui est extrêmement intéressante, mais qu'est-ce qu'elle nous montre, si nous essayons de la voir, encore une fois, globalement, en prenant encore du recul? Elle nous montre qu'il y a des tas de choses dont nous avons l'aptitude, qui se produisent automatiquement. J'en ai donné 3, au moins, mais il y en a bien d'autres encore. Il y en a 3, donc l'improvisation, l'humour, et croire à quelque chose à quoi on ne croit pas. Bon.
Voilà trois attitudes extrêmement complexes. Je pense qu'il a fallu des milliards d'années d'évolution pour arriver à un être vivant capable de fonctionner d'une manière aussi complexe, hein, bon, et qui sont très naturelles, enfin, qu'on fait sans aucun effort, etc. Donc ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose qui peut permettre ce jeu, cet espace, ce jeu avec le cadre, cet espace à l'égard du cadre, cette vision du cadre, bon, que j'essaye progressivement de mieux cerner, de mieux définir comme étant peut-être la position qui pourrait être la nôtre. Là, il y a un autre cas qui est extrêmement intéressant et qui va nous faire franchir peut-être encore qui va nous permettre d'avancer ou de reculer, peu importe, c'est la même chose en l'occurrence, et surtout peut-être être plus utile encore pour nous. C'est que dans les cas dont j'ai parlé, on voit très bien que l'espace naît brusquement. Hein. L'espace naît brusquement, comme ça, dans l'humour, c'est très très net. Enfin, dans tous les cas dont j'ai parlé, l'espace à la recherche duquel nous sommes advient automatiquement lorsqu'une certaine configuration très très précise se met en place. Mais évidemment, ça nous amène à nous demander, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose un autre dispositif dans lequel cet espace naîtrait de lui-même sans que... alors c'est peut-être mais c'est même sûrement ce que vous cherchez à travers la méditation, ce que vous donne la méditation d'ailleurs, mais j'en parlerai pas, puisque ça vous le connaissez beaucoup mieux que moi, mais je donnerai un autre exemple. Et alors là, il y a un exemple extrêmement... Il y a 2-3 exemples, dont un qui me paraît très intéressant, qui nous vient du zen. Le zen a beaucoup réfléchi aussi sur... Enfin, c'est beaucoup préoccupé de tout ça, de tout ce dont nous parlons en gros. Et il propose des solutions extrêmement originales, moi, qui me frappent toujours par leur aspect totalement... Enfin, très déroutant et... très inventif, etc. Et l'une d'entre elles, c'est la suivante. Comment sortir donc du piège vouloir sortir du cadre est un piège. Comment sortir de ce piège-là sans sortir mais sans basculer dans une sorte de hors-cadre terrifiant. Réponse étonnante, étonnante, je trouve, il y en a plusieurs, mais étonnante du zen. Mais en choisissant un autre cadre, c'est tout. Il n'y a qu'à choisir. Vous avez besoin d'un cadre, prenez un cadre, mais prenez pas celui-là. Parce que si vous prenez celui-là, vous allez retomber dans ce piège. Si vous en preniez un autre, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui est complètement déroutant pour nous. Et au fond, c'est le principe de l'art zen, de l'apprentissage zen. Hein. Donc, lorsque... si vous avez lu le très beau livre de Erigel qui s'appelle le grand classique, le Zen et l'art du tir à l'arc, l'art chevaleresque du tir à l'arc, donc Erigel raconte que s'intéressant au Zen, bon, il est venu au Japon et qu'au Japon, il a commencé à essayer de voir s'il ne pouvait pas recevoir des enseignements de Zen et au fond tout le monde était très réticent. Enfin bon, finalement on lui a dit bon, allez quand même voir un tel qui donne un apprentissage de tir à l'arc. Donc il ne comprenait pas le rapport, c'est pas du tir à l'arc le faire, c'est du Zen. Oui, mais enfin il faut commencer par ça. Bon, et finalement donc ce qu'il raconte, c'est comment cet apprentissage qui est un apprentissage de toute autre chose, à savoir donc un sport, ce que nous cadrons comme un sport, ce qui pour nous est un sport, ou nous pouvons le cadrer comme un hobby, nous pouvons le cadrer comme appartenant à l'art militaire, enfin il y a plusieurs cadrages possibles, mais certainement pas, a priori pour nous, comme quelque chose, enfin dans un premier temps, parce que là encore une fois, après je parlerai peut-être, et moi ça veut dire, il y a des variantes occidentales de ça, hein, bon, mais enfin en tout cas, dans un premier temps, pas
comme quelque chose qui relève a priori de ce que nous appelons, nous, la spiritualité. Donc ce cadre qui est proposé, qui lui est proposé, prend la place de ce que j'appellerais le cadre direct naturel, qui serait accéder au zen, pour aller vite, ou accéder à la vérité du zen. Non, vous allez faire du tir à l'arc. Bon, on pas le rapport. Peu importe, faites du tir à l'arc, on en parlera après. Bon. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, quand on y réfléchit, c'est que ça ne veut pas du tout dire, parce que à ce moment-là, nous, en tant qu'occidentaux, comment nous réagirions en disant, bon, je vais lui faire plaisir, lui faire du tir à l'arc. Bon, peut-être que, pourquoi pas, mais évidemment, ce n'est pas ça que je cherche. Mon objet, ce n'est pas d'être un bon archer. Et c'est là que l'occidental classique fait la très très grave erreur. Parce qu'il s'agit bien de ne pas faire autre chose que du tir à l'arc. C'est-à-dire que c'est du sérieux. Vous voyez ? C'est ça qui est déroutant et qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux esprits occidentaux. C'est que le cadre est respecté, le cadre direct est refusé comme étant une impasse, il est remplacé par un autre cadre. Il ne s'agit pas du tout d'utiliser ce cadre comme un moyen d'eux, etc. Non, au contraire, le cadre est respecté, profondément respecté, hein, à la japonaise, je dirais, hein, avec toutes des marques de respect dont les Japonais sont capables, cérémonies diverses, enfin vous connaissez, l'art et l'esprit japonais. Donc le cadre, il est absolument respecté et vécu en lui-même. Et justement, c'est dans la mesure où il est respecté, vécu, éprouvé en lui-même que quelque chose peut se passer. Hein, donc on est exactement à l'opposé d'un rapport, de notre rapport, en tout cas, de premier, disons comme ça, immédiat à un apprentissage et à un cadre. Ce mécanisme, autrement dit, l'apprentissage est vécu en lui-même, c'est dans la mesure précise où il est vécu en lui-même et où il est authentique que se développent des aptitudes, un état intérieur, qui, au fond, sont aussi celles du zen, pense-t-on dans un premier temps, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est le zen, et qu'il n'y a rien d'autre que ça, que c'est ça le zen, précisément. Hein. Alors, c'est très bien, j'ai apporté le livre parce que il est petit et léger. C'est bien décrit, ce phénomène, par Erigel lui-même, par exemple, mais au début, j'avais fait tout un... Mais c'est trop long. J'avais fait un collage, c'était intéressant, de citations qui montraient la progression de sa propre compréhension. Mais c'est une heure déjà pour parler de ça, donc je passe. Je vous lis simplement un passage. Comment... Voilà, plus il fera dépendre la supériorité de ce... Bon, enfin, je passe, etc. Comment remédier à cela? Comment faire devenir spirituel le pouvoir? Comment passer de la maîtrise souveraine de la technique au maniement magistral de l'épée? L'unique réponse est que l'élève se dépouille de toute idée d'intention et perde toute individualité. Il doit arriver au point où non seulement il se détache de l'adversaire, mais encore de lui-même. Il faut qu'il franchisse le stade où il se trouve encore et en finisse définitivement avec lui, au risque de sombrer tout à fait. Est-ce que cela ne paraît pas tout aussi absurde que lorsqu'on exige dans le tir à l'arc que l'archer touche le but sans avoir visé, qu'il perde totalement de vue le but et l'intention de l'atteindre, etc. Donc, en fait, le mécanisme, enfin, la progression arrive, alors quelque chose qu'il dit souvent, qui est de manière simple et forte, jusqu'au moment où quelque chose tire, quelque chose touche au but, quelque chose tire, c'est pas moi, voilà, quelque chose, c'est pas l'arc non plus, quelque chose tire. Et en fait, pourquoi quelque chose? Parce que dès que je le désigne, d'une certaine manière, je suis dans l'erreur. Si je dis c'est moi, si je dis je tire, bon ben voilà, je rétablis le jeu, mais pourtant il y a bien quelqu'un qui tire. Bon, mais c'est pas un autre, c'est pas voilà. Donc on arrive aussi, comme souvent, hein, c'est le cas, à quelque chose qui est en partie au-delà du langage. Bon. Donc
je l'ai déjà dit, il montre très bien. Si vous ne l'avez pas encore lu, ce livre, lisez-le. En plus, il est très court. Hein. Il est extrêmement éclairant, je trouve. Très riche. On en tire beaucoup pour sa propre vie. Puisqu'il est évident que nous ne sommes pas tenus de pratiquer le tir à l'arc. On va pratiquer en fait ce qu'on veut. Hein. C'est ça qu'il ne dit pas, mais qui est très très clair. Chacun peut avoir son tir à l'arc. Gustie Erigel, qui était l'épouse d'Erigel, elle a vécu ça à travers une autre pratique, qui est la pratique de l'arrangement floral. Et elle écrit un livre qui est peut-être un peu moins net, c'est pour ça qu'il est un beau livre d'ailleurs, je trouve intelligent, fin, etc., mais moins net par rapport à mon propos que celui de Jeanne Erigel, c'est pour ça que je ne l'ai pas apporté. Bon. Mais voilà, ça prouve que d'autres pratiques sont possibles, hein, mais peu importe, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours la même chose, on voit très bien comment ça fonctionne. Et on arrive donc à ce... Alors il le décrit de manière assez belle, donc à ce moment donc où finalement, le problème n'est plus de savoir si on pratique le tir à l'arc ou si on pratique le zen, si on est dans un apprentissage ou si on est dans un refus de l'apprentissage, parce que toutes ces notions se sont dépassées, ou plutôt la distinction entre ces notions et l'opposition entre ces notions est elle-même dépassée, en tant que... en tant que mouvement immobile, dit-il, je le cite, en tant que mouvement immobile, danse sans danse, le tir à l'arc se fond avec le zen. Alors, je trouve ça très très fort, la façon dont on n'a pas atteint le zen. Hein. Justement, c'est pas qu'on a atteint le zen à travers le tir à l'arc. Alors déjà, c'est plus juste de dire le tir à l'arc a développé des aptitudes qui relèvent du zen. Bon, c'est vrai, c'est déjà plus juste, un peu moins faux de dire ça. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la façon dont il le dit lui. C'est-à-dire que brusquement, la conscience, ce qui apparaît, ce qui pourrait marquer la fin provisoire du chemin, en tout cas, c'est quelque chose comme c'était donc ça le zen. Voilà. Et c'était donc ça, voilà. Ah bah oui, voilà. Alors ce c'était donc ça, on le retrouve, bon, si j'ai le temps, mais je ne pense pas que je l'aurai cette fois-ci, tant pis, ce sera peut-être une autre séance, mais on continuera notre chemin dans le zen pour aller vers d'autres configurations que crée le zen. Où le disciple, très souvent, lorsqu'il arrive à l'éveil, justement, dit quelque chose. C'était donc ça, c'était finalement, ça n'était donc que ça, etc. Donc, c'est pas je découvre autre chose, c'est que ma découverte, c'est de découvrir que ce qu'il y avait à découvrir, évidemment, je l'avais sous les yeux et que je ne le voyais pas. Le cadre, donc, revenons à notre cadre à nous. Ce cadre... donc, qui peut-être au fond, on le sent bien qu'ils ne le disent pas, hein, ça c'est moi qui le dis, mais je pense qu'on peut en inférer cela sans le trahir. On voit très bien que finalement ça peut être un peu n'importe quelle activité. Et c'est ça qui pour nous, à mon avis, est extrêmement enrichissant, et notamment, je dirais, le travail. Hein, c'est-à-dire que on voit que ça peut être, bon, un sport, évidemment. Ça peut être alors le plus connu sont les arts martiaux, enfin c'est très clair, bon, où là c'est explicitement dit. Bon, ça peut être un hobby, puisque nous le tir à l'arc, par exemple, nous pouvons très bien le cadrer comme un hobby, je sais pas, les échecs, enfin etc., des hobbies nobles, bon, très bien. Un jeu, pourquoi pas, enfin etc. Un apprentissage quelconque, pourquoi pas, le piano, enfin, etc. Peu importe, à la limite, c'est le rapport à l'apprentissage qui compte. Mais aussi, ça peut être, et c'est là-dessus, c'est aussi sur quoi je voulais insister, parce que là, on entre dans des choses peut-être plus familières pour l'occidental et plus directement utiles pour lui. Ça peut être le travail. Il y a toute une réflexion aussi, ce qu'il faut mener, soit chacun, à titre personnel, sur son travail. J'ai essayé, moi, de le faire à titre personnel quand j'ai participé à un master professionnel à Cergy-Pontoise,
sur l'édition, la communication, enfin, etc. Parti pour me dire, bon, pas je vais m'ennuyer, je ne pensais pas que j'allais m'ennuyer, parce que j'étais déjà très content d'enseigner, j'aime beaucoup ça, de rencontrer la jeunesse d'aujourd'hui, enfin, etc. Donc c'était pas ça. Mais je me disais, bon, c'est forcément un peu limité, etc. Et en fait, non seulement ce n'était pas limité, mais ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie, parce que ça m'a forcé à voir le travail, à voir mon travail, donc à voir le travail. Et à développer une sorte d'anthropologie personnelle de son propre travail, qui est extrêmement utile et qui, à mon avis, la façon dont on le rend intéressant, excitant. Je ne sais pas si vous y êtes attaché à ça, vous allez voir le renversement complet. Ça devient extrêmement intéressant et même passionnant. Ça devient même un champ d'action, d'observation, enfin, presque unique. Ne serait-ce que pour une raison. D'ailleurs, enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, rassurez-vous, j'en parle simplement 10 secondes, parce que ça me paraît très important pour tout le monde, et on n'en parle jamais, on se demande pourquoi, alors que c'est une des expériences essentielles de la vie. Et une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement intéressant, enrichissant, c'est que le travail vous met dans des situations où vous ne voulez pas être. Bon. Or, ces situations où on ne veut pas être, on fait tout pour les éviter, ce qui est voilà, normalement. Et là, on se trouve dans une situation où on est obligé d'assumer des choses qu'on n'a pas envie d'assumer, à régler des conflits qu'on n'a pas envie de régler, enfin, etc., etc. Donc, on se trouve dans des situations tout à fait nouvelles, tout à fait inédites, etc., qui sont extrêmement intéressantes en elles-mêmes. Et on s'aperçoit que ce qui nous bloque, et si j'avais le temps, j'insisterais là-dessus, c'est pour ça que je pensais peut-être proposer encore autre chose, on verra, enfin, si ça vous intéresse, hein, mais à l'école, mais une des choses dont je me suis aperçu, c'est que le blocage, c'est justement, la trompe-pas m'a beaucoup servi, c'est que on refuse de se relier à son travail. Et pourquoi on refuse de se relier à son travail? Parce qu'il nous est imposé. Autrement dit, il nous est effectivement imposé, on n'a pas le choix puisqu'on est obligé de gagner sa vie. Donc on part de ça, hein, qui est la base à peu près pour quasiment pour tout le monde. Bon, donc il s'est cadré immédiatement comme une obligation. Donc déjà on ne peut pas trouver du plaisir parce que c'est une obligation. Hein, voilà. Bon, c'est le contraire au cadre, c'est pas le cadre loisir, jeu, etc. Bon. Donc il y a ça déjà qui est très très important, et surtout ça limite considérablement notre vision et notre capacité justement de le voir, de prendre du jeu avec lui, d'en faire quelque chose. Et on s'aperçoit là encore une fois que pour en sortir, enfin en tout cas pour sortir de la prison que c'est, encore faut-il d'abord se relier à elle. Hein. Donc là je reviens à mon intitulé, si on y restait, c'est-à-dire si on y restait plutôt que de vouloir la quitter, il se passerait peut-être des choses, ce que j'ai essayé de faire dans cette série de conférences. Voilà. Bon, donc, lorsque, c'est ce que nous montre, pour moi, je vais arriver à la fin, parce que j'aurai encore pas mal de choses à dire, mais je préfère peut-être effectivement revenir, parce que sinon ça fait trop de trucs, et bon, voilà, et c'est trop long. Ce que nous apprend, ce que nous pouvons apprendre dans notre réflexion en amont, hein, toujours que nous menons depuis le début, sur ce que j'appellerais l'art zen, comme ça, globalement, c'est-à-dire Hegel, le tir à l'arc, etc., enfin tout ce complexe-là, c'est que, donc, le cadre encore quelque chose de neuf et absolument déroutant pour nous. Le cadre peut être respecté, complètement respecté. Il ne s'agit même plus là, vous voyez, de jouer avec lui au sens où on pourrait imaginer nous, c'est-à-dire faisons-en du théâtre, enfin, non, il est respecté. C'est même pire que ça, enfin, j'allais dire, c'est dans la mesure où il est vraiment, et jusqu'au bout que quelque chose se passe. Bon. Mais il est comme poussé à bout. Vous voyez ce que je veux dire? Il est presque trop respecté. Il est, voilà, on le respecte à l'excès. On en fait presque un peu trop. On le fait très très bien, etc. Et à ce moment-là, progressivement, un espace se crée, quelque chose se crée, et ce quelque chose se crée. Nous pouvons l'atteindre. Alors, je parlais du travail pour nous. Par exemple, nous pouvons le sentir, le saisir à travers, en occidentaux, toute cette tradition, justement, du, entre guillemets, spiritualité du travail. Hein. Je pense, par exemple, à toute la tradition du compagnonnage.
est extrêmement intéressante, parce qu'on sent bien que c'est la version occidentale de ça. C'est-à-dire, en fait, le travail, un travail d'artisan, par exemple, hein, très très bien le faire. Bon, alors l'occidental le dit avec ces mots qui sont, pas les, ils sont un peu confus, comme toujours. Ça donne une sorte d'élévation spirituelle. Voilà ce qu'on dit. On emploie donc ce mot spirituel dont on est parti parce qu'on n'en a pas d'autre. Mais on voit bien que c'est de ça dont il s'agit. Hein, ça fonctionne à travers nos catégories occidentales très exactement comme le tir à l'arc fonctionne pour un maître zen à travers d'autres catégories et d'autres mots. Le cadre est respecté. Il est parfaitement respecté. Il est tellement respecté qu'automatiquement quelque chose d'autre se crée. Voilà. Alors ce qui se crée, c'est quoi? C'est un gain d'espace. Ce gain d'espace, c'est quoi? C'est un sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté, nous l'avons tous ressenti. La méditation le donne. C'est pour ça qu'effectivement, on voit très très bien que ce dont je parle, au fond, c'est parallèle à la méditation et ça peut la compléter. Mais d'une certaine façon, vous le faites déjà. Hein, vous le faites déjà par le fait même d'être ici et de méditer, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette liberté, donc, cette liberté qui va se traduire, bon, on la vit tous par un relâchement du corps d'abord, hein, on sent très bien ce relâchement musculaire du corps, par un sentiment d'un espace plus vaste, de couleurs plus vives, etc. Et puis aussi, moi j'insiste beaucoup là-dessus, par un plaisir de vivre, tout simplement. Et ça, c'est peut-être le plus fondamental de tout. La vie redevient plaisante. Donc, c'est très important, bien entendu. Eh bien, on s'aperçoit que cette liberté, vous savez, je suis très frappé par le mot liberté, par le très beau début de l'évangile de Jean, hein, qui est très souvent cité. La vérité vous rendra libre. Voilà, c'est une phrase magnifique et très étonnante. C'est-à-dire que lui appelle ça la vérité. Celui qui poursuit la vérité accède à la liberté, curieusement, alors que a priori on ne verrait pas forcément le rapport. On voit très bien que c'est de ça dont il parle à travers ces mots à lui. Cette liberté, elle se définirait en termes systémiques, de théorie systémique, comme un accroissement du champ des possibles. En tout cas, c'est ainsi que la définirait un thérapeute systémique. Le névrosé, il est pris dans un champ de possibles très très réduit, et on va ouvrir son champ des possibles, lui en donner d'autres. Alors cette liberté, ce qui est frappant, c'est que si j'en juge donc d'après ce que je disais tout à l'heure de la tradition compagnonique, la façon dont nous la désignons, c'est bien le mot de spiritualité, précisément, qui la désigne. C'est bien le sens, à mon avis, que nous pouvons donner à ce mot. C'est-à-dire très exactement la conquête de cette liberté-là, précise, etc. Et non pas sa version caricaturale et infantile, qui est la lutte contre les cadres. La lutte contre le cadre, vu de ce lieu, apparaît comme d'abord inutile, parce que toujours vaincu, enfin, on est toujours vaincu, en gros. Mais au fond même assez dangereuse, quelque part, hein, parce qu'elle donne une illusion de toute puissance qui elle-même est un cas cadrante, en fait, un autre cadre qui peut être extrêmement étouffant. Le hors-cadre, qui est tentant, excitant par moments, comme un moment comme ça, mais qui peut être extrêmement dangereux s'il devient systématique. Et puis au fond, cet autre rapport avec le cadre qui nous permet d'accéder finalement à un lieu où l'opposition du cadre et du non-cadre n'a plus de sens, puisque dans toutes les pratiques dissociatives, nous sommes dans les deux à la fois. Eh bien, me semble-t-il, nous permet de ne plus être en prison sans l'avoir quitté. Voilà. Alors, donc je termine là-dessus. Mais je termine là-dessus, parce que je trouve que ça fait beaucoup pour une séance. Mais, vous voyez, j'ai des preuves que je pourrais continuer. Donc, alors je vais en faire un livre, je vais essayer d'en faire un livre. Alors, il y a deux solutions, ou bien vous attendez que le livre paraisse, ou bien on peut en reparler, on peut poursuivre encore, éventuellement, si vous voulez, en faisant
parce que le chemin continue. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça c'est vrai que on a beaucoup de mal à se dire ça. Enfin, on a beaucoup de mal encore qu'on en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on... Plus cette liberté entre dans la vie, moins on attend un lieu magique, enfin un lieu intérieur, parce qu'au fond on comprend qu'il est en partie déjà là, bon, et qu'il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à atteindre, enfin, etc. Mais c'est vrai qu'au début, on a du mal à voir autrement que comme quelque chose de tragique que le fait que c'est sans fin, quoi, en fait. Et puis peu à peu, on s'aperçoit que c'est sans fin. Voilà, que c'est sans fin, ne voulant pas du tout dire d'ailleurs que... Mais alors, c'est sans fin ne signifiant pas, donc je vis un moment imparfait, il faut que je me perfectionne pour arriver enfin au moment où je pourrai jouir de la vie. Non, pas du tout, vous allez déjà là, la jouissance de la vie est déjà là, et elle est déjà en moi, elle commence, etc. Je peux me reposer dans mon présent, etc. Mais de là à penser que le travail comme ça en amont dont je parlais tout à l'heure ou dont parle Trungpa s'achève, non, on s'aperçoit qu'effectivement, par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider, oui, de l'achever, et puis de s'arrêter là, parce que finalement, on a trouvé un lieu de vie convenable et qu'après tout, pourquoi pas, on y reste, etc. Bon. Ou alors, on peut encore essayer d'aller plus loin. Alors, bon, on peut voir s'il y a quelque chose encore au-delà qu'on pourrait éventuellement explorer, etc. Voilà. En tout cas, pour l'instant, nous en restons à ça. Si vous avez des questions, très volontiers. Deux me sont parvenus qui étaient extrêmement intéressantes l'une et l'autre, d'ailleurs. Je ne sais pas si les personnes sont là. Annika, elle est là? Non? Ah, c'était vous, voilà. Oui, très, très bonne question, je trouve. Et puis, une autre question. Qui a envoyé une question à Evelyne? Il y a une autre personne. C'était qui? C'était vous aussi, très intéressant. Alors, je commence par vous, hein, peut-être, par vos deux questions, puisque vous pouvez peut-être les reposer l'un et l'autre pour que la salle les connaisse. La question que vous m'avez posée par écrit. Non? C'est pas vous? Si? Oui, pardon. Oui, voilà. C'est l'idée de... Bon, je lis Trungpa. L'idée du positif, non? Pardon? C'est pas l'idée du positif, enfin... Basic goodness. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, goodness, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors bon, non, parce que effectivement, donc, quel est votre prénom, excusez-moi? Angus. Voilà, vous disiez donc, vous posiez une question extrêmement intéressante sur Trungpa et ce qu'il appelle le basic goodness, c'est-à-dire au fond, l'idée, alors en effet, c'est une question très importante et que je rejoins au fond, hein, que je rejoins complètement, c'est-à-dire. Mais, bon, enfin, attendez, je dis d'abord ce que j'ai à dire avant de me critiquer, ce sera plus simple. Bon, parce que si je commence à me critiquer avant d'avoir énoncé, etc., on va dire, bon, qui crache d'abord sa pastille, et puis après on verra s'il a dit. Il insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que le terrain, quand on se repose sur son terrain, effectivement, Trungpa, il en parle notamment dans Pratique de la voie tibétaine, il en parle dans le Shambhala, il en parle dans divers livres. Le terrain sur lequel on se pose, c'est un terrain positif. Il y a une positivité à y découvrir. Il ne faut pas, au fond, chercher une amélioration, chercher autre chose, penser qu'on est très vilain, très méchant, etc. Mais il y a cette basic goodness, cette bonté fondamentale qui est en nous et qui est à découvrir. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ça, et je pense que, simplement, si vous voulez, je pense qu'au fond, c'est un raccourci de tout ce que j'ai dit en beaucoup mieux. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que, au fond, il désigne le petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il désigne le lieu final, qui est d'une certaine manière, effectivement, le lieu initial, voyez. Mais encore faut-il avoir fait tout le chemin pour comprendre que, effectivement, c'est ce que je veux dire aussi en disant, et si on restait dans notre prison, pourquoi? Parce que si on restait dans notre prison, veut dire, entre autres choses, mais veut dire effectivement, parce que si je me repose à l'endroit où je suis, le fait même de me poser à l'endroit où je suis, effectivement, va commencer à le faire apparaître dans ses aspects positifs, dans ses aspects favorables, dans ses aspects bénéfiques, etc. Et même cette démarche, peux-je l'appliquer sur moi, c'est-à-dire si je cesse de me haïr, il insiste beaucoup là-dessus en disant que ça a été dit par d'autres, hein, ça, et c'est très juste, hein, le névrosé, c'est avant tout quelqu'un qui ne s'aime pas.
et qu'on est entouré par des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est très très frappant, qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui donc n'aiment pas les autres, peuvent même pas supporter qu'on les aide, souvent ça arrive à ça, bon, etc. Tellement c'est crispé contre. Bon. Mais je pense que la seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, qui est très forte, c'est que le danger de Trungpa, c'est ça, surtout sur quoi je voulais en venir, c'est que, comme il dit le truc comme ça paraît très simple, presque un peu naïf, alors qu'en fait c'est très profond et très difficile. Et je pense que l'erreur qu'il fait, si je puis me permettre, s'il était là, je lui dirais, c'est de lâcher ça comme ça, dans la nature, presque trop tôt. Ça me fait penser à la façon dont, parce qu'il en parle en début de livre, hein, ça me fait penser à la façon dont, j'avais commencé ma conférence là-dessus, dont Suzuki commence son mal, à mon avis, son très très grand livre sur le zen, les essais sur le bouddhisme zen. Il essaie naïvement de donner une vague définition qui apparaît complètement, entre guillemets, bateau. Genre sortir justement de ces conflits intérieurs, je sais pas quoi, pour atteindre notre vrai potentiel. Enfin, ça sonne non seulement faux, mais bidon par rapport à... Voilà. Mais effectivement, c'est bien cela le terrain. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, il y avait une autre question extrêmement intéressante. Oui, vous pouvez la redire peut-être? Je peux la lire? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Parce qu'elle est très profonde aussi. Elle va nous entraîner très loin. Je vais pas y répondre complètement, mais il y a des éléments que je peux donner, mais elle dépasse peut-être le cadre, c'est le cas de le dire, de la rencontre. Alors, s'installer dans une nudité fondamentale, est-ce forcément sortir du cadre, de l'ordre, les transgresser via le chaos, le second degré, l'imprévisibilité? 3 petits points. Le cadre, je le vois comme la contrainte environnementale, à savoir mon environnement en tant que moi-même, son organisme. À partir de là, comment opère l'énaction varélienne de couplage organisme-environnement, je parle ici de Francisco Varela, si ce n'est dans une époquée à 3 temps, suspension, redirection, lâcher-prise, créatrice du faire-monde consubstantiel aux deux, à l'organisme sujet et au cadre environnement. Et là, l'époquée, c'est en référence à Edmund Husserl, que Varela a beaucoup oui, l'époquée, exploré. c'est mise entre parenthèses. Hein. Alors, c'est une très belle la question. création n'est-elle pas, excusez-moi, oui, non, la résultante de ce processus dynamique de co-devenir conscient, s'appuyant sur la contrainte du cadre environnement pour venir déclencher l'émergence à suivre de l'organisme sujet? Ne s'agirait-il pas alors plutôt d'une intégration, voire même d'une altération mutuelle? Alors, c'est une très belle question qui ouvre tout un paysage qui, en effet, est pas du tout, pas tellement, enfin, pas vraiment celui que j'ai exploré, que j'ai développé, mais qui est intéressante. Donc, je ne vais pas trop, au fond, m'aventurer là-dedans parce que je pense que ça dépasse, au fond, mes compétences. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une autre façon. Moi, je le vois de cette façon-là. Je vous dis ça à partir de mon lieu à moi. Je le vois comme une proposition de voir le cadre autrement. Et de le voir effectivement à partir d'une autre notion extrêmement intéressante et à laquelle on ne pense pas forcément, la notion d'environnement. Donc le cadre, au fond, il est là, nous sommes dedans, de la même façon que, je ne sais pas, qu'il y a un moment où nous sommes aperçus que nous habitions une planète. Moi, j'ai encore connu le moment où on ne le savait pas. On habitait quelque part, mais enfin, on habitait, voilà... C'était la totalité. Et puis, brusquement, on l'a vu, cette planète de l'extérieur, on l'a vu dans l'espace, etc. Et on a commencé à nous dire qu'elle était très, très différente des autres, enfin, qu'elle était exceptionnelle. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais on vit sur une planète qui s'appelle la Terre. Comme il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, etc. Mais il y a la Terre. Et nous, c'est la nôtre. Bon. Donc, il faut qu'on la protège, il faut que, etc., etc. Bon, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le cadre, effectivement, on est dedans, comme on est dans la langue. Lacan insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on est N-A-I-T, on est, du verbe naître, dans une langue, voilà, qui est une maison pour la vie, hein, pour ainsi dire. Bon, langue dite maternelle, langue de la mère. Bon. Et donc, effectivement, est-ce qu'on peut pas décrire comment vous dire,
l'accès à ce qui serait un rapport sain au cadre comme effectivement un processus de co-nature, de coproduction de l'un par l'autre, tel que Varela les a décrits, etc. Alors moi, ça me paraît une direction effectivement très intéressante parce que, d'une certaine manière, le cadre est reconnu dans son importance, tout à fait exploré. J'avoue que je dirais presque que ça relèverait de Varela lui-même, s'il était encore en vie, mais il est mort, comme vous savez, mais ça relèverait par exemple plus des compétences. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais très bien, qui est un grand ami, qui est Jean-Pierre Dupuy. Vous voyez, alors Jean-Pierre Dupuy, s'il était là, nous ferait des variations très très brillantes, à mon avis, là-dessus. Mais moi, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Voilà. Mais en tout cas, ça me paraît être une direction très intéressante. Oui. Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y. Allez-y, vas-y. Alors, on m'entend? Je ne sais pas si... Oui. À la fin de votre exposé, vous parlez finalement de la réponse du Zen qui dit... qui répond à cette recherche de lieu où on a une alternative. Donc, soit on est dans le cadre, mais on n'y est pas bien, soit on sort du cadre, mais bon, ça ne vaut pas non plus beaucoup plus. Donc, la réponse serait, donc, après les citations que vous avez faites d'Hegel, aller finalement, respecter ce cadre finalement jusqu'au bout. Et oui, c'est une des réponses. Alors, moi, pour moi, ça me... Je crois qu'il manque peut-être encore un qualificatif ou quelque chose à la phrase pour que je comprenne. Parce que finalement, quelle est la différence entre respecter complètement le cadre à la Hegel et être dans le cadre tout bêtement comme ce qu'on avait à notre point de départ. Alors moi, il me semble que le petit qualificatif qui manque, enfin la qualification qui manque pour boucler la boucle, ce serait, mais c'est ma compréhension d'Hegel, sortir finalement l'ego de toute démarche, que ce soit faire du tir à l'arc, faire son travail, avoir une spiritualité, enfin peu importe l'activité humaine qu'on choisit, mais finalement être tellement dedans, vraiment faire pour faire et ne plus avoir cette notion d'ego qui nous déplace par rapport au problème. Et là, à ce moment-là, on vit le cadre complètement différemment. Et finalement, moi, il me semble que le problème, ce n'est pas le cadre, c'est le rapport entre l'ego et le cadre. Mais que si on fait tomber l'ego, peu importe le cadre, et puis vivons le cadre, et le cadre n'est plus un problème. Enfin, est-ce que je... Oui, mais je suis en gros d'accord avec ce que vous dites. Je suis en gros d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'aurais dit effectivement autrement, mais au fond, je m'aperçois que ça rejoint ça. Moi, ce que j'aurais dit dans la continuité de ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que je veux dire par respecter complètement? Je veux dire ceci. Quand vous dites, c'est, au fond, je ne vois pas très bien la différence avec le fait d'être dans le cadre. D'abord, je ferai remarquer une chose intéressante, c'est que si vous ne voyez pas très bien la différence, c'est qu'elle ne se voit pas très bien. Bon, donc ça, c'est très, très important. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait un grand dégagement là-dessus. Bon, mais je n'ai pas le temps. Mais le lieu final ressemble étrangement au lieu initial. Alors ça nous amène, mais c'est tellement intéressant en soi. Là, il faut encore, je pourrais dire encore du Pascal, enfin, etc. Mais c'est tellement intéressant en soi que je trouve qu'il vaut mieux réserver ça pour une autre fois. Par exemple, on en reparlera. Bon. Mais par rapport à ce que vous dites, oui, ça se ressemble beaucoup. Bon, déjà, ça c'est le premier point. Alors, quelle est la différence? Quand je dis respecter complètement, totalement, enfin, etc., le cadre, pourquoi c'est différent? Mais parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude, justement. Personne ne fait ça en réalité. C'est-à-dire que là, il s'agit... Le cadre est pris. Alors, si j'avais continué, je vous aurais montré qu'on peut encore aller plus loin. Le cadre est pris presque à son propre piège de cadre. C'est-à-dire que le discours qu'on lui tient, c'est effectivement, vous êtes très très bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais rien que ce que vous dites. Non, moi, je fais rien d'autre. Non, je continue. Bon, alors le zen a encore joué là-dessus, encore au-delà.
dans une figure qui s'appelle le koan, dont j'aurais aimé vous parler, mais on n'a pas le temps d'en parler, où on va voir que, si on en parle, que on prend le cadre encore plus au sérieux que ça en tant que tel, jusqu'au moment où il se suicide. Bon. Mais pour revenir à ce que vous dites, dans l'état normal, non, il n'est pas pris tant au sérieux que ça, puisqu'on veut en sortir, puisqu'on est... Bon, on étouffe, enfin bon, etc. On le remet en question. Et que là, il est pris à son propre piège de cadre. Bon, voilà. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à se passer. Mais attention, et c'est là où dans un esprit de Trungpa, j'insiste beaucoup, mais mon insistance ne vient que celle de Trungpa, c'est tout. Le terme qui vient, c'est automatiquement. Et ça, pour moi, c'est un terme qui revient plusieurs fois chez Trungpa, qui est fondamental. Ça se fait automatiquement à partir du moment où, vous êtes vraiment là-dedans, automatiquement un espace se dégage. Alors attendez, ce que vous apportez là, qui me paraît très important, d'ailleurs, je vous invite à visiter le site de Delphine Kem, parce qu'il y a un texte très beau, très sobre et très beau, sur ce qu'elle appelle l'acte pur, justement, qu'elle essaie là de l'acte vécu, exécutant lui-même. Et c'est là ce dont vous parlez précisément. Alors, ce que vous apportez à ce soir, qui est très intéressant, c'est de dire, d'une certaine manière, c'est un dépouillement de l'ego. Ce qui est vrai, hein, parce que, effectivement, on voit très bien ce qui empêche de jouer. Alors, mais là, on arrive avec des choses de très étonnantes, hein, grâce à vous, parce que moi, que je ne pouvais pas dire en tant que tel, parce que moi, j'étais peut-être prisonnier de ma vision. L'ego est un cadre, et le cadre est un ego. Enfin, des choses comme ça, vous voyez. Et je pense que là, vous apportez une chose d'autre, enfin de plus, qui est que, effectivement, on s'aperçoit que c'est l'ego qui, quelque part aussi, nous empêche de jouer pleinement le jeu du cadre. C'est ça qui est très étonnant, hein, quand on le regarde de près. Et que donc, à jouer au fond, à prendre le cadre au sérieux, on prend le cadre à son propre piège, puisque le cadre veut être sérieux. Son truc à lui. Non, attendez, ça ne se fait pas. Non, pas ici, non, monsieur, comment, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'esprit du cadre. Ben oui, donc là, on le prend à son propre piège de cadre, pour ainsi dire, et donc, d'une certaine manière, on sort par là même des intérêts de l'ego, sans néanmoins jouer un jeu. Vous voyez, c'est là où ça devient très subtil. Parce que le jeu fait ça aussi. On peut imaginer que on a un rapport ludique au cas, mais bon, là, on essaie de déborder par le jeu. Mais là, c'est encore autre chose qu'il s'agit. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Oui, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. Et juste petite remarque, est-ce qu'au lieu du terme... Et que c'est même, pardon, excusez-moi, et que c'est même un des moyens, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, d'accéder à ce que vous appelez l'acte pur. Voilà. Et alors, juste toute petite remarque, est-ce que au lieu du terme, je sais pas si le terme vient de Trungpa ou quelle est l'origine du terme, mais est-ce qu'au lieu de automatique, on ne pourrait pas plutôt, je me trompe peut-être, hein, mais utiliser le terme spontané? Oui, on pourrait, mais automatiquement, c'est le terme qu'emploie Trungpa très souvent. Donc, automatiquement, et je crois que c'est l'anglais automatically qui est traduit. Bon. Mais on pourrait dire spontanément, mais le problème, c'est que encore faut-il avoir accédé à cette spontanéité-là. Vous voyez ? Le problème du terme, moi je suis pour la spontanéité. Bon, donc pour moi, c'est un mot fondamentalement positif. Mais cela dit, si vous lisez Grotowski, par exemple, justement, vous apercevez qu'une des critiques qui fait la spontanéité, c'est que la spontanéité n'est pas spontanée, contrairement à ce qu'elle nous dit. Hein, et que la plupart du temps, quand on dit aux gens d'être spontanés, ce qui sort, c'est quelque chose de très convenu. Bon, et donc le problème, c'est d'arriver à purifier la spontanéité de ces scories. Donc le problème du terme spontanément, c'est que il n'a pas la pureté métallique du terme mécaniquement. Mécaniquement, ça nous transforme en mécanique, automatiquement. Pardon, voilà. Ça nous transforme un peu en machine. Mais on comprend que ça veut dire ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul et il n'y a pas à intervenir là-dedans. Voilà. Oui. Quel est votre prénom, excusez-moi? Ah, pardon. Bonjour, Michel. Donc j'avais exactement la même question et la même remarque, et donc merci pour ces explications. Mais je voulais même aller peut-être encore plus loin.
dans ma représentation des choses, en me disant que justement l'ego se constituerait presque, je dirais, dans le jeu, mais pas le jeu, dans la tricherie avec le cadre. C'est-à-dire que on a, et c'est peut-être un peu, quand vous avez parlé du travail, que tout ça est venu un peu dans ma tête. C'est-à-dire que quand on a un travail, on est pris au piège des règles, etc. Et bien sûr, la première chose, c'est qu'on ne veut pas les respecter d'une certaine manière. Alors bien sûr, on ne va pas quitter son travail, on en a besoin pour mille et une raisons, mais on va essayer de négocier, on va essayer plutôt, moi je dirais peut-être moins jouer en termes de plaisir, parce que le jeu, il y a du plaisir, plutôt que tricher en termes de récupérer un peu des choses. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est une des façons, en effet, dont l'ego se constitue très très fortement. Et en effet, moi, tout ce que vous avez dit me faisait penser à justement le fait que dans la méditation, on dit essayer de sortir du moi, moi-même et encore moi. Et en effet, c'est exactement cette position-là que vous avez décrite et je trouvais que c'était très intéressant. Voilà. Oui, alors je vous remercie parce que là, vous voyez, comme quoi c'est vraiment une interaction. Hein, vous m'apprenez, Delphine, Michel, là, vous m'apprenez quelque chose vraiment parce que peut-être que j'étais moi prisonnier d'une vision qui est pourtant sa vérité d'ailleurs, qui est une vision au-delà de laquelle on peut aller. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est la ressemblance des deux. C'est à quel point l'ego est une chambre d'enregistrement. Et que voilà, et que on sent très bien l'ego vouloir classer les choses, vouloir donner un statut aux différentes choses, etc. Bon, et que donc il est fondamentalement cadrant, etc. Bon, donc je pense que c'est juste d'ailleurs en soi. Je pense pas que ça ce soit à remettre en question. Mais là, ce que vous montrez très précisément, ce qui nous surprend pas, parce que c'est pas la première fois où on voit à quel point il peut habiter un lieu et sur le contraire de ce lieu, et qu'il est transcendant à tout cela, c'est très clairement. Là, vous montrez qu'effectivement, vous le montrez très très bien, j'y avais pas du tout pensé, à quel point le jeu du cadre peut se dissocier de celui de l'ego, peut être assez différent. Alors, moi, je m'en étais aperçu d'une manière un peu grossière, c'est que dans les positions anti-cadres, il y a beaucoup d'ego, pour le dire très simplement. Ça se voit, ça se sent, etc. Elles sont, notamment à la télé, par exemple, on le sent très très bien, elles sont complètement vermoulues de narcissisme, enfin un narcissisme qui est éclatant, qui est extrêmement gênant, je trouve, et dont on se demande pourquoi il n'est pas plus souvent remarqué, d'ailleurs, par les observateurs, peut-être parce qu'ils le partagent, bon, mais qui est même insupportable chez certains qui se croient être quelque chose, comme on dit, les entendus, voilà, ceux qui jouent les entendus, pour reprendre le terme de Pascal, c'est-à-dire ceux à qui on la fait pas, qui ont réponse à tout, qui savaient avant vous que, enfin, etc. Il y a une engeance comme ça, très, très extrêmement représentée. Bon, donc ça, on le mesure très très bien. C'est-à-dire qu'on mesure très très bien que l'ego investit la lutte contre l'ego. Bon, et donc ça donne une figure que Trungpa a parfaitement bien isolée, à mon avis mal nommée, mais peu importe, qu'il appelle le matérialisme spirituel. Bon, là vous allez plus loin, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous montrez qu'il peut aussi exister une configuration dans laquelle l'ego et le cadre se dissocient, bon, et que d'une certaine manière, effectivement, jouer à ce moment-là, dans cette configuration-là, le jeu du cadre jusqu'au bout, c'est quelque part sortir de l'ego, effectivement, et donc de la voilà, et donc effectivement trouver un cadre qui n'est plus à ce moment emprisonnant. C'est extrêmement intéressant, oui. Merci beaucoup parce que vous m'apprenez des choses. Oui. Oui, je voulais revenir sur cette notion de cadre choisi, parce que J'ai pas compris de cadre choisi. Oui. Dans les exemples que tu as donnés, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse vraiment d'un choix, mais plutôt de quelque chose qui s'impose à nous. Oui. Voilà, c'était juste ça. Non, mais je crois justement. Alors, je crois justement que, si tu veux,
au fond, les deux configurations existent et les deux sont extrêmement intéressantes d'ailleurs. Hein. Bon, c'était pas mon objet de développer cette distinction, mais on pourrait effectivement le faire. Le cadre peut être effectivement choisi. Par exemple, je joue un jeu. Je décide de jouer un jeu. Bon, ou librement choisi. Vous assistez à une conférence. Vous acceptez que je sois en position de conférencier. Et donc, que moi, j'accepte d'être en position de conférencier, etc. Donc, c'est choisi, personne ne nous y oblige, etc. Bon, le cadre peut même procurer du plaisir en tant que tel. Hein. C'est le cas dans la notion de dans le cadre, tout cadre ludique provoque en lui-même du plaisir, etc. Bon, il y a aussi toute une réflexion à avoir qui est extrêmement intéressante. D'où vient ce plaisir? Pourquoi? Mais vous voyez, ça nous entraînerait très très loin. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Bon, mais effectivement, il y a aussi des cadres non choisis. Hein, vous entrez dans un restaurant où effectivement on impose tel vêtement, vous n'êtes pas convaincu, ou dans une soirée, vous n'êtes pas convaincu convenablement, il fallait un smoking, enfin, etc. Bon, voilà. Donc on vous impose un cadre, etc. Et parmi ces cadres non choisis, il y en a un massif, énorme, etc. C'est le travail pour beaucoup de gens. Donc c'est extrêmement intéressant. Bon, mais justement, ce que nous montre pour moi notre réflexion, c'est que, à la limite, peu importe. À la limite, peu importe. C'est-à-dire que un cadre est un cadre. Dans la mesure où, effectivement, nous commençons à acquérir du jeu et à ce que j'appelais ce gain d'espace, et avoir de l'espace par rapport à un cadre qui est obligatoire, qui n'est pas choisi, etc., quelque part, il rejoint progressivement le cadre choisi. Il perd peu à peu son caractère de contrainte. Il perd son caractère de contrainte. Ça, c'est tout à fait lié au gain de liberté, etc. Et on le ressent tous. Hein. Il peut même finalement engendrer du plaisir. On a tous connu, heureusement, Dieu merci, le plaisir du travail. Ça arrive aussi, bien sûr. Moi, on est heureux d'être là, de jouer son rôle, etc. Donc, je pense que c'est fondamental, mais que ce que tu dis, mais que en même temps, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est ce dont je me suis aperçu, moi, donc dans ma propre réflexion sur le travail, c'est que la grande différence, c'est que le non choisi, naturellement, empêche qu'on se relie à lui. Bon, et tous les problèmes viennent de là. C'est-à-dire que, comme c'est pas choisi, c'est obligatoire parce qu'il faut gagner sa vie. Donc on arrive là à une sorte de base, de fondamental, au-delà duquel ou en deçà duquel on ne peut pas aller. Il faut gagner sa vie. On ne peut pas faire autrement que gagner sa vie, etc. Bon, donc notre marge est extrêmement limitée. C'est ou ce travail ou un autre, en gros. Voilà. En gros, ça n'est que ça. Bon, jusqu'à la retraite. En gros, ça n'est que ça. Bon, donc à ce moment-là, il devient beaucoup plus difficile, évidemment, de le mettre en jeu, de gagner de l'espace par rapport à lui, etc. Donc ça veut dire que la première chose à faire, et qui est extrêmement difficile, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est d'accepter une contrainte. C'est-à-dire de dire, d'accord, bon, c'est effectivement, je le fais pour gagner ma vie, mais au fond, tout le monde le fait en réalité. C'est-à-dire que, en fait, personne ne fait autre chose que ça. C'est ça la vérité. Moi, tout le monde fait des variantes de ça. Donc tout le monde est dans ma situation. Bon, à ce moment-là, on se dit, bah oui, donc, alors ça va au-delà de l'acceptation. Alors vous pouvez me dire, oui, c'est là. Les gens qui comprennent pas ce que nous essayons là de dire vont dire c'est l'acceptation, ils se racontent des histoires, c'est la résignation. Pas du tout, c'est pas de la résignation, hein, c'est d'accepter. Alors, Trungpa désigne cette position par plusieurs termes. Alors, un des termes qui revient souvent, c'est se relier à. On comprend très bien pourquoi. Hein. On cesse de se séparer de la chose comme n'étant pas une partie de sa propre expérience. On se relie à elle. Donc elle entre dans notre expérience, et je dirais même d'un point de vue psychanalytique, si vous voulez, ou dans psy en général, elle entre dans notre histoire. Hein. C'est-à-dire, pour le dire en termes lacaniens, nous acceptons de dire « je » dans ce lieu-là, « je, J-E ». Et ça, c'est une vraie révolution de soi. Hein. Une vraie révolution de soi. Hein. Vraie révolution de soi. Bon.
quelle que soit la situation, ben oui, j'accepte de dire je, puisque je n'ai pas choisi d'accord, mais j'y suis. Le problème, au fond, c'est pas que j'ai choisi ou pas. Le problème, c'est où suis-je? J'y suis, j'y suis. Voilà, on est embarqué. Hein, c'est la magnifique formule de Balzac, pas de Balzac, de Pascal, excusez-moi. Vous êtes embarqué, c'est tout. Alors arrêtez, vous êtes embarqué. Quelqu'un qui est sur le bateau, va-t-il dire je préfère être à terre? On s'en fout, il est sur le bateau, il ne va pas rentrer à la nage. Bon, voilà. Ben c'est en fait notre situation. Donc, nous sommes embarqués, nous n'avons absolument pas le choix, mais par contre, il y a un moment où, en se reliant, comme dit Trompas, c'est-à-dire, un autre terme, c'est étudier. Il emploie beaucoup le terme étudier, j'aime beaucoup. Il faut étudier la chose. Parce que ce terme d'étudier, étudier le travail, par exemple, bon, on voit très bien que c'est une autre façon de désigner ce mouvement en amont dont je parle. On prend du recul et la chose apparaît progressivement. C'était donc ça. Moi, je l'ai vécu donc dans mon enseignement professionnel parce que forcément, j'en parlais à des étudiants. Voilà. Donc, alors j'étais sous le coup, par exemple, de quelque chose que je venais de vivre, qui s'était bien passé ou mal passé, enfin peu importe, une réunion, enfin bon, donc hop, je les voyais après. Forcément, je leur en parlais. Mais en leur en parlant, c'est pas tellement contrairement à ce que dirait un psy, enfin une vision psy un peu trop simpliste, que je mettais des mots derrière. Enfin, c'est la grande mode de mettre des mots, vous savez. Bon, c'est pas tellement ça. Non, c'est plutôt qu'en fait, ça me permettait de prendre un recul. Et de dire je dedans, de l'absorber et d'en faire quelque chose qui m'appartenait, qui était désormais, que je le veuille ou non, mon histoire. À partir du moment où vous dites c'est mon histoire, tout change. Et vous allez voir qu'elle n'est pas si nulle que ça, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, aucune histoire n'est nulle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Lise, oui, oui, oui. Vas-y. Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque. Enfin, quelque chose qui me paraît pas tout à fait juste, parce que tu parles de lieu initial et de lieu final, Ouais. comme si à un moment donné on atteignait un lieu et qu'on pouvait y rester, et que pour moi il y avait, enfin, il manque peut-être la notion de la temporalité, où en fait il y a par exemple dans la méditation, il y a des moments où on vient et on part. Enfin, il y a quelque chose comme ça, où par exemple l'ego, enfin, comme si pour moi, ça me paraît être assez illusoire de se dire qu'à un moment donné, on va l'évincer, mais qu'il y a des moments où on est dedans, et il y a des moments où on apprend à le voir, et du coup, le rapport à l'ego, c'est plus une lutte contre, mais on s'y relie, et ça change le rapport. Mais que ça, c'est un peu sans cesse à refaire, en fait. Enfin, c'est un peu comme le titre du livre de Trompas, Le chemin et le but. Enfin, et qu'il n'y a pas un but final à un moment donné qui s'arrête et qui... Oui. Non, je suis complètement d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que il y a une métaphore qui est à la fois profondément vraie, fondatrice, et qui peut être trompeuse, c'est la métaphore de la voix. Alors, elle est fondamentale. D'abord, elle est très belle. Elle est magnifique, je trouve. Elle a une beauté extraordinaire. Bon, elle est d'une incroyable justesse. Hein. Bon, on la trouve d'ailleurs dans à peu près toutes les civilisations. Elle est vraiment presque universelle. Du chemin. Bon, elle est immédiatement poétique, immédiatement émouvante, enfin, etc. Donc je pense qu'elle est très importante. Bon, alors en même temps, au fond, ça n'est qu'une métaphore. Simplement, le problème de sa force, c'est que elle métaphorise quelque chose qui finalement peut être difficile à dire autrement que par cette métaphore. C'est pour ça qu'elle a un statut supérieur aux métaphores habituelles. On sent bien que c'est la métaphore aujourd'hui, on dirait la mère de toutes les métaphores, pour prendre une formule à la mode. Bon, donc c'est vrai, moi j'y tiens beaucoup. Pour moi, elle est très importante. Je pense que le Tao doit se traduire par la voix, qu'il n'y a pas à le non traduire, parce que quand on dit Tao, ça fait tout de suite orientalisme, etc. Voilà, il y a un terme en français, c'est la voix. Bon, en anglais, c'est the way, etc. Path à la limite. Bon, donc, néanmoins, et c'est là où tu as parfaitement raison, néanmoins, mais là encore, la question va très très loin, hein, donc je ne fais que l'aborder. Néanmoins, ça porte le danger que porte toujours le langage.
C'est-à-dire qu'on est donc s'il y a une voie, ça veut dire qu'il y a eu un point de départ, il y aura un point où la voie s'arrête, comme quand on suit un chemin de campagne. Enfin, on arrive à l'endroit où le chemin s'arrête finalement. Voir le texte d'Heidegger, les méditations heideggeriennes là-dessus, sur le chemin qui ne mène nulle part. Bon, donc voilà. Donc le problème, c'est que en fait, ce dont nous essayons de rendre compte est encore plus compliqué que ça. Ayant posé cette métaphore, il faut la complexifier. Et là, tu as parfaitement raison, ça va, ça vient. Et je pense que ce que tu ne dis pas, mais que je sens derrière ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être aussi sortir de l'idée que quand ça échappe, c'est une espèce de régression terrifiante, qu'on est nul, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à le vivre ainsi, hein, comme une sorte de retour en arrière, comme s'il fallait toujours aller vers l'avant, etc. Et en fait, on voit bien que le processus, c'est plutôt un processus où quelque chose s'installe progressivement par éclipse, et peut-être jamais complètement, effectivement. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je t'ai répondu à peu près. Alors j'en profite parce que je voulais dire deux choses. Une qui concerne assez curieusement la mère de Lise. Je sais que ça vous surprend, mais bon, la vie est faite de surprises. Est-ce que bon, parce que la mère de Lise, dont j'ignore le prénom, quel est son prénom? Marie-Agnès. Hein? Marie-Agnès. Marie-Agnès, oui, c'est ça. M'a dit, alors vous savez qu'il y a tout un certain nombre de personnes dans la spécialité de ne poser les questions que quand la conférence est finie et que le temps des questions aussi est terminé. Bon, ça, c'est très classique. Alors, ils viennent vous voir, etc., pour vous poser des questions, en général, extrêmement intéressantes, assorties du fait qu'ils ne voulaient pas la poser pour un certain nombre de raisons. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et elle m'a dit donc une chose extrêmement intéressante. Elle m'a dit qu'elle était hypnothérapeute et qu'elle vivait une autre configuration dont je n'avais pas du tout parlé. Et j'ai trouvé ça passionnant, mais je vous le livre simplement comme ça, parce que je ne suis pas compétent pour en parler. C'est donc une situation dans laquelle on fait grossir le cadre, simplement. Le cadre grossit dans l'hypnose, etc. Et finit, au fond, si j'ai bien compris, par s'identifier, par rejoindre le monde lui-même. Et donc perd son statut de cadre, en tout cas son statut de prison, etc. Alors, je trouvais ça très intéressant. Et ça nous montre une chose, c'est que, ça m'a fait penser à une autre configuration, enfin, dont je n'ai pas parlé, mais que j'évoquais plusieurs fois, alors que je demandais il y a une bonne dizaine d'années de ça, ou 15 ans, il était encore en vie, à Ronald Lin, que j'ai connu, un petit peu par l'édition. Je lui demandais ce qu'il pensait de l'école de Palo Alto. Enfin, en gros, ça m'intéressait, dont il ne faisait pas partie, puisque lui était plutôt dans le mouvement qu'on appelait l'antipsychiatrie, vous le savez. Bon. Et donc, je lui demandais ce qu'il pensait du décadrage, donc, pour sortir de la prison, pour sortir du nœud, du symptôme, etc., et du cadre. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'il pensait de l'idée de Palo Alto, qui est très forte, hein, c'est-à-dire de faire une sorte de contre-manipulation qui nous sort, bon, etc. Et Lang m'a dit qu'il était un peu sceptique à l'égard de ça. Alors j'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous voyez, l'attraction me torturait. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait à l'égard du cadre? On reste dedans, bon, etc. Et il m'a dit cette chose très forte. Il m'a dit, on peut essayer progressivement de voir à travers. Et c'est plutôt ça, moi, que j'essaye de faire, voir à travers, faire voir le patient au travers du cadre, etc. Ça rejoint un peu, d'une certaine manière, ce que disait Michel et ce que tu dis, tu vois. C'est-à-dire que le processus, il peut être aussi graduel, et ça peut être, bon, de la vision qui apparaît, qui disparaît finalement, mais qui réapparaît, etc. Moi, j'ai essayé de décrire ça d'une autre façon, en parlant d'une spirale, parce que ça aussi c'est une chose qui me frappe beaucoup, à quel point ce qu'on découvre on le savait déjà. Alors ça on l'a tous vécu, hein, on tombe comme ça des nues, enfin j'ai compris, ça c'est l'instant T, et puis à l'instant T plus 3, on se dit mais je l'avais déjà vu 10 fois moi ce truc-là, je l'ai toujours su, bon, etc. Voilà. Et brusquement, on voit autrement quelque chose qu'on savait déjà. Donc, c'est pas mais même qu'on voyait déjà, mais qu'on ne voyait pas ainsi, etc. On a l'impression qu'on repasse par le même lieu, mais qu'on le voit autrement. Voilà. Donc, chaque fois, il s'agit de montrer... Si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, pour unifier tout ça, hein, on s'aperçoit que qu'est-ce que nous montre ce recul? C'est que
tous ces cas de figure qui paraissent différents, ils partagent quelque chose, et ce quelque chose, c'est précisément qu'on a fait quelque chose du cadre. On a fait quelque chose du cadre. On l'a grossi, on a vu à travers. Dans le cas de Palo Alto, on l'a manipulé. Bon. Dans le cas de Larsen, on l'a pris très très au sérieux, très très au sérieux, jusqu'au moment où finalement, à force, il s'épuise lui-même d'être pris au sérieux, finalement, il laisse passer quelque chose. Bon, etc., etc. Bon, dans l'humour, on l'a simplement signalé, on l'a montré, etc. Bon. Dans, chaque fois, ce qui unifie tout, c'est qu'on en a fait quelque chose. Bon. Et qu'on voit très bien que donc cette position, elle est quand même quelque chose dont réunit toutes ces positions, et on peut le définir ainsi, et que c'est bien ce dont parle Trungpa quand il parle de se relier à ou d'étudier. On voit très bien que c'est ça le fond. Ce sont des positions dans lesquelles on étudie le cadre. Et le problème du cadre, c'est qu'il n'est pas naturellement étudiable, il ne veut pas naturellement être étudié, ce n'est pas sa tendance. Hein, sa tendance n'est pas là, sa tendance est de s'imposer effectivement comme règle et comme définition d'une situation. Là, dès l'instant où nous nous donnons le droit de l'étudier, par le fait même que nous nous donnons le droit de l'étudier et de le voir, automatiquement, je reviens à ce terme, automatiquement, nous avons créé un espace. Et automatiquement, nous commençons à sentir de la liberté. Et donc, automatiquement, quelque chose est en train de se passer, etc. Voilà ce qui, à mon avis unifie tout ce dont nous parlons, qui montre qu'il y a des voies différentes. Bien sûr, il y en a sûrement d'autres encore. Voilà. Oui ? Quel est ton prénom, dis-moi ? Julien. Julien. Ça a perdu un petit peu de sa pertinence. Ah oui, mais... on s'était parlé la dernière fois. Oui, vous ouais, avez posé une question aussi. Oui. Simplement, pour revenir à la psychanalyse, peut-être, ça m'a frappé de penser que Freud a fait une dissociation avec le rêve, c'est-à-dire, parlez-moi de vous, mais en parlant d'autre chose. Hein, on va parler de vous, mais parler du rêve, c'est une manière de... un petit peu du tir à l'arc, c'est-à-dire de viser autre chose pour arriver à... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, moi je me souviens que mon analyste me disait qu'avez-vous mangé ce midi. Oui. C'était une très bonne manière, parce que le rêve, j'arrive à le déformer encore, mais qu'avez-vous mangé ce midi, c'était pas mal, quoi. Oui. Et dans le fait de pousser le cadre au bout, je me demande, et de l'accepter, je me demande, ça revient un peu à la spiritualité, ça a regonflé le fait de... est-ce que c'est pas la position du martyr, d'accepter le cadre comme ça, et de le vouloir comme étant cadre, et de le pousser tellement à bout qu'une liberté en jaillit, un espace terrible, et une force aussi qui a christianisé. Hein, voilà, tout ça, oui, justement, moi je pensais au christianisme. Parce que la position chrétienne, bon, il y a vous savez, lorsque Pilate demande au Christ, à Jésus, demande mais qu'est-ce que tu es venu faire, enfin, etc. Est-ce que tu es le roi des Juifs, vous connaissez, c'est l'évangile de Jean. Et donc, c'est un très beau passage. Jésus lui répond, je ne raconte pas tout parce que c'est très long, Jésus lui répond finalement, je suis venu pour témoigner de la vérité. Bon, il emploie donc ce terme qui est en grec marturein. Ina martureso aletheia en grec, pour témoigner de la vérité. Et Pilate lui répond par le fameux, mais qu'est-ce que la vérité? Bon, qui est sublime, hein, magnifique, etc. Bon. Donc, effectivement, cette situation donc, du témoignage, etc., de témoigner de quelque chose, etc., c'est-à-dire effectivement de prendre très très au sérieux tout ça et de le renvoyer comme ça, c'est exactement ce qu'il fait. Hein, bon. Et c'est une position que le terme qui la désigne, au fond, c'est le terme de témoignage. Je témoigne qu'il s'est passé ceci, je témoigne qu'il s'est passé cela, etc. C'est pas un hasard si ce terme, donc en grec témoigner, c'est marturein, c'est un terme a priori neutre au début, mais vous voyez que ça a donné en français martyr, martyrisé, etc. Le martyr est un témoin. Hein, c'est quelqu'un donc qui effectivement renvoie cette vérité sur ce qu'est la situation dans sa réalité, dans sa vérité, et qui va jusqu'au bout, prêt à le payer de sa vie, etc. Donc je suis complètement d'accord avec ça, oui. C'est étonnant de voir que dans la spiritualité, vous parliez du zen, on voit là dans la chrétienté, c'est
l'acceptation du cadre qui mène à une oui, forme tout à de fait. spiritualité. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, oui, ça tout à fait. approfondit vraiment ma tout à vision de... Oui, tout à fait. En fait, c'est une notion, moi, je suis content parce que j'ai senti qu'elle vous intéressait et ça m'a fait plaisir parce que c'est une notion introduite comme ça, mine de rien, j'allais dire, vous voyez, par Gregory Bateson, dans le texte dont je parlais, là, sur le comportement des singes dans un zoo. Bon. Et qui est reprise après un peu lourdement par Goffman, etc. Mais je trouve qu'ils ont mis la main, comme c'est souvent le cas, les gens de Palo Alto, c'est pareil, sur presque un trésor. Enfin, je dirais pas sans le savoir, parce que je pense qu'ils sont très intelligents hein, et qu'ils s'en apercevaient. Mais c'est une notion qui est peut-être encore plus fondamentale que ce qu'ils pensaient. Je pense qu'elle est absolument fondamentale, effectivement, et qu'elle est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout, en effet, en faire le tour en disant vilain cacaboudin, j'ai tout dans ce cadre, etc. Voilà. On assiste tous les jours à l'échec de cette position-là, qui donne des choses assez grotesques souvent. Et qui, en plus, est l'inverse de la position qui consiste à rester dedans sans se poser de questions et la renforce, comme souvent les extrêmes se renforcent entre eux. Oui, pardon. Quel est votre prénom déjà? Je connais, j'oublie. Patricia. Voilà, Patricia, c'est ça. Je voulais savoir si, quand vous parliez de la notion de chemin, oui. qu'on peut raccorder à une certaine forme de spiritualité, et aujourd'hui, il y a un terme qui est très, très utilisé, mais moi, ça me fait penser à ce terme-là. Si on relie ça au monde d'aujourd'hui, par exemple, c'est le terme de sens. C'est-à-dire que tout le monde parle de donner du sens. Oui. Et dans le cadre du travail, ça apparaît de façon flagrante. Et pour moi, le sens, c'est une direction et c'est un mouvement aussi. Et en fait, je trouvais que par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a sûrement quelque chose à raccorder entre cette notion de sens et de cadre dans lequel on peut à la fois accepter d'être, mais se créer cet espace. Alors je me demande, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que quand vous dites, en effet, ce qu'on entend beaucoup maintenant, c'est un peu comme mettre des mots derrière, on entend ça tout le temps. Bon, on entend beaucoup ça, donner du sens, faire société, faire un certain nombre de choses qui composent la coloration verbale, je dirais, de notre époque. Bon, et alors effectivement, donner du sens, c'est bien ce dont il s'agit, je suis tout à fait d'accord. Alors ce que je dirais simplement, c'est que je me demande si on ne voit pas là vraiment la différence, alors là pour le coup, entre l'Occident et l'Orient, pour le dire en termes comme ça. Hein, c'est-à-dire que lorsque l'occidental a affaire à quelque chose qui ne va pas, il cherche du sens. Et il se dit, en rétablissant le sens, par exemple, je ne sais pas, je souffre, etc. Bon, très bien. Mais si on arrive à me prouver que ça sert à quelque chose, ça donne du sens, etc., je souffrirai beaucoup moins. Ce qui d'ailleurs est vrai, hein, je ne nie pas du tout que ce soit vrai. Bon. Mais on voit très très bien, là je pense qu'on se voit très bien en tant qu'occidentaux. Hein, c'est-à-dire que pour nous, le remède au non-sens, c'est le sens. Voilà. Puisqu'il y a du non-sens, il faut donc trouver du sens pour le mettre à la place du non-sens. Et puis c'est tout. Et puis je trouverai du sens, mais les choses iront. Ce qui n'est pas faux en plus. Bon. Mais je pense que là, ce dont nous parlons, c'est peut-être quelque chose qui est encore en amont par rapport à ça, qui occidentalement donc s'appellerait sens et qui là, je grossis beaucoup, hein, encore une fois, je m'en excuse, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, et qui orientalement pourrait s'appeler espace. C'est-à-dire que on peut imaginer effectivement une autre forme d'esprit dans laquelle... parce que pourquoi recherche-t-on le sens, au fond? Bon, on recherche le sens parce que on vit dans un rapport au monde dans lequel le monde a eu du sens parce qu'il était garanti par Dieu. Il faut bien toujours comprendre ça. Hein, bon, on est dans un monde monothéiste où qu'il a été. Même ceux qui sont athées sont croyants, disait Lacan. Il a parfaitement raison. Il n'y a pire croyant que les athées, disait-il. Bon, voilà. Et donc c'est vrai, c'est profondément vrai. Et là, on le voit très très bien. Hein, c'est-à-dire que si le sens suprême n'est plus garanti, eh bien, il faut que du sens soit garanti d'une manière ou d'une autre.
donc telle activité, donc tel ceci, cela, la politique, l'art, la littérature, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Tandis que je pense qu'il peut exister une autre civilisation dans laquelle cette espèce de gestion globale du sens n'a jamais eu lieu quelque part, n'a jamais eu lieu. Quand vous lisez le Tao Te Ching, on recherche effectivement pas le sens. Bon, donc on recherche la voie, mais la voie, c'est encore une fois, on en a déjà parlé, c'est pas la recherche d'un sens extérieur à la voie qui donnera un sens à la vie, etc. Mais finalement et in fine, il y a quelque chose qui est commun et qui est fondamental. J'ai un peu l'impression que ces deux voies là, alors encore une fois, comme très grossièrement dessinées. Bon, c'est au fond la réconciliation avec soi-même et avec la situation. On voit très bien que ce qui est recherché quand même, au fond, c'est la réconciliation avec ce que je suis, avec la situation, et qui rend la situation tenable, acceptable, etc. Et notamment ma situation d'être vivant, d'être pour la mort, de devoir mourir, enfin, etc. La situation au sens le plus profond du terme. Mais je pense que vous avez tout à fait raison de souligner que c'est le terme de sens qui et la critique de ce terme, hein, avec Nietzsche, enfin des gens comme ça, etc. Bon, enfin, ou de cette recherche, etc. Qui pourrait être une version occidentale de ce dont nous parlons. Oui, tout à fait. On peut arrêter là s'il n'y a plus de questions. Non? Plus de questions? Oui? Non? Non? D'accord. Bon, ben là, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour votre attention, pour votre accueil. Et puis voilà, merci de m'accueillir dans cette maison, dans votre maison.